Il existe des moments où la vie ne tient qu'à un fil. Dans ces instants, entre le dernier souffle et ce qui vient après, les mourants décrivent quelque chose de troublant. Pas une métaphore, pas une vision religieuse. Un lieu réel, un espace entre les mondes que des milliers de personnes décrivent avec une précision stupéfiante. Elisabeth Kübler-Ross a passé des décennies au chevet des mourants. Elle écoutait, pendant que d'autres détournaient le regard. Et ce qu'elle y a découvert n'a pas seulement ébranlé la médecine. Cela a bouleversé notre compréhension entière de la mort. Ces patients ne décrivaient pas une transition brutale, pas un moment de néant. Ils parlaient d'un espace intermédiaire, un seuil, où la conscience ne s'éteint pas, mais se transforme. Imaginez, un enfant, 5 ans, gravement malade. Il prend un crayon et dessine, sans qu'on le lui demande, un tunnel. Un autre enfant, à 100 km de là, culture différente, langue différente, dessine exactement la même chose. Aucune éducation religieuse ne l'explique, aucune émission de télévision ne le leur a montré. D'où vient cette représentation spontanée, universelle? La médecine des années 1970 n'avait pas de réponse, parce que ces enfants ne décrivaient pas cet espace comme un rêve, ni comme une hallucination. Ils en parlaient avec la clarté de témoins oculaires, avec des détails, avec une certitude qui laissait leurs médecins sans voix. Les dossiers s'accumulaient sur le bureau de Kübler-Ross. Des mourants dont les cerveaux, selon les moniteurs, avaient déjà cessé de fonctionner, décrivaient ensuite avec précision qui se tenait dans la salle, ce qui avait été dit, quels instruments avaient été utilisés. Leur mort clinique aurait dû les rendre inconscients. Au lieu de cela, ils étaient plus éveillés que jamais. Mais voici la véritable énigme. Quand le cerveau meurt, quand les synapses cessent de s'activer, quand l'oxygène manque, comment, précisément dans ce moment, la conscience la plus claire peut-elle émerger? Comment un organisme mourant peut-il produire des perceptions plus nettes qu'à l'état sain? Au fil des années, un schéma est apparu. Ce n'était pas le chaos. C'était une géographie de l'âme. Ces patients décrivaient une séquence. D'abord, le détachement du corps. Puis, un mouvement à travers un espace qui semblait réel. Enfin, une arrivée dans un lieu, que certains appelaient lumière, d'autres paix, d'autres encore simplement maison. Les athées le décrivaient, les croyants le décrivaient, les enfants qui n'avaient jamais entendu parler de religion le décrivaient. Les mots changeaient, mais l'essence restait la même. Il existe un espace entre les mondes, et cet espace suit des lois que notre science ne peut pas expliquer. Que se passe-t-il vraiment dans cet intervalle? Pourquoi la médecine moderne refuse-t-elle de reconnaître cette cohérence? Et qu'a découvert Kübler-Ross dans cet espace intermédiaire, de si dangereux, que des institutions ont tenté de la faire taire? La réponse commence par un paradoxe, qui ébranle les fondements mêmes de notre vision du monde. Kübler-Ross n'était pas une mystique, elle était médecin, formée dans la stricte tradition de la médecine suisse. Elle croyait aux preuves, à la mesurabilité, à l'autorité du cerveau comme siège de la conscience, jusqu'à ce que ses propres patients la forcent à remettre en question ses certitudes. Le dilemme a commencé avec une simple contradiction. Au moment de l'effondrement neurologique le plus extrême, les mourants rapportaient la plus grande clarité mentale. Si le cerveau produit la conscience, pourquoi ne s'éteint-elle pas quand l'organe meurt? Pourquoi s'élargit-elle au lieu de disparaître? Un cas en particulier a tout changé. Un patient aveugle, aveugle de naissance. Aucun souvenir visuel, aucune idée des couleurs ou des formes. Pendant une réanimation après arrêt cardiaque, il a vu. Il a décrit ensuite la couleur du chemisier de l'infirmière, la position des appareils, l'horloge au mur. Tout était correct, tout a été vérifié. Comment expliquer cela? Un cerveau sans système visuel fonctionnel produit des perceptions visuelles précises, dans un moment où le manque d'oxygène devrait paralyser toute fonction cognitive. Puis il y a eu le cas du paralysé, un homme dont le corps ne pouvait plus bouger depuis des années. Pendant sa mort clinique, il a senti son corps se lever, marcher, danser.
Comment un cerveau qui n'a pas reçu de signaux moteurs pendant des années peut-il générer la sensation de mouvement plus réelle que jamais? La communauté médicale a offert une explication commode. Hallucination anoxique. Le manque d'oxygène crée des fantasmes, des spasmes chimiques d'un cerveau mourant. Kübler-Ross a mis cette hypothèse à l'épreuve. Elle a comparé les récits de patients sous anesthésie avec ceux en mort clinique. Les patients anesthésiés décrivaient un néant, un trou noir dans leur mémoire, confusion au réveil, désorientation. Mais les patients en mort clinique, clarté totale, souvenir précis, orientation parfaite. Aucune confusion, aucun brouillard. Comment une hallucination chimique peut-elle être plus nette que la réalité elle-même? Le cerveau était censé être éteint. Les moniteurs l'affirmaient. Activité cérébrale minimale, mort clinique. Et pourtant, la conscience était présente, plus vivante que jamais. Ce qui perturbait le plus Kübler-Ross, ce n'était pas que ces expériences se produisaient, c'était leur cohérence, patient après patient, culture après culture, décennie après décennie. Les mêmes étapes, le même espace, la même structure. Si c'était des hallucinations, pourquoi suivrait-elle un modèle si précis? Pourquoi un athée en Suède et un croyant au Brésil et un enfant au Japon décriraient-ils le même tunnel, le même sentiment de paix, la même rencontre avec des êtres de lumière? La science n'avait pas de réponse. Alors, elle a fait ce que la science fait toujours face à l'inexplicable. Elle a nié, elle a ridiculisé, elle a tenté de faire taire. Mais Kübler-Ross ne s'est pas tue, parce qu'elle avait découvert quelque chose que personne ne pouvait ignorer. Au fil des années, des milliers d'entretiens, un schéma est apparu. Pas chaotique, pas aléatoire. Une carte. Kübler-Ross l'a appelée la géographie de l'âme. Chaque expérience de mort imminente suivait des étapes, comme si cet espace entre les mondes avait sa propre topographie, ses propres règles, sa propre logique. La première étape, le détachement. Les patients décrivaient un moment précis, où ils sentaient quelque chose se séparer, pas douloureux, pas effrayant, naturel, comme enlever un vêtement trop serré. Ils se voyaient depuis le plafond, observant leur propre corps, les médecins qui s'agitaient, les moniteurs qui sonnaient, et ils se sentaient étrangement calmes. Comment observer son propre corps? Comment observer son propre corps depuis l'extérieur? Si la conscience est le cerveau, et que le cerveau est dans le corps, comment peut-elle être ailleurs? La deuxième étape, le tunnel. Presque tous le décrivaient. Un passage, une transition. Certains le voyaient comme un corridor de lumière, d'autres comme un vortex, certains comme une montée vers le ciel. Mais l'essence était toujours la même, un mouvement, une direction, un voyage vers quelque chose. Ce qui troublait Kübler-Ross, c'est que ce tunnel n'était pas vide. Les patients décrivaient des présences, des êtres, parfois des proches décédés, parfois des figures de lumière, parfois simplement une sensation de n'être pas seul. La troisième étape, la lumière. Tous en parlaient, athées, croyants, enfants, adultes, tous. Une lumière qui n'aveuglait pas, une lumière qui ne brûlait pas, une lumière qui accueillait. Certains la décrivaient comme un être, d'autres comme une énergie. Certains disaient qu'elle leur posait des questions, d'autres qu'elle leur montrait leur vie entière, pas pour juger, pour comprendre. Et puis venait la question, pas toujours avec des mots, parfois juste un sentiment, une interrogation profonde. Es-tu prêt? La quatrième étape, la revue de vie. Cela, c'était ce qui changeait les gens. Ils revoyaient leur vie, non pas comme un film, mais comme une expérience totale. Ils ne voyaient pas seulement leurs actions, ils ressentaient leur impact, chaque mot qu'ils avaient dit, chaque geste qu'ils avaient fait, du point de vue des autres. Un patient a raconté à Kübler-Ross qu'il avait ressenti la douleur qu'il avait causée à sa femme, 30 ans plus tôt, lors d'une dispute, un mot cruel. Il l'avait ressenti, comme si c'était lui qui le recevait.
Un autre a ressenti la joie qu'il avait donnée à un inconnu, en lui souriant dans la rue. Un geste dont il ne se souvenait même plus. Mais l'autre personne ne l'avait jamais oublié. Cette revue n'était pas un jugement. C'était une compréhension, totale, absolue, sans filtre. Et à la fin, une décision. Rester ou revenir. Certains choisissaient de revenir, pour leurs enfants, pour des tâches inachevées, pour des leçons non apprises. D'autres voulaient rester, mais on leur disait « Ce n'est pas encore ton heure ». Et ils revenaient, dans ce corps, dans cette vie, changés à jamais. Mais la 5e étape, c'était celle que Kübler-Ross trouvait la plus troublante, parce qu'elle suggérait quelque chose que la science ne pouvait pas accepter. Il y avait une limite, une frontière que certains approchaient, mais ne franchissaient jamais. Kübler-Ross les appelait les revenants incomplets, des patients qui étaient allés plus loin que les autres, qui avaient vu plus, ressenti plus, et qui étaient revenus différents. Ils décrivaient un point, un seuil, au-delà duquel ils savaient qu'ils ne pourraient pas revenir. Certains l'ont décrit comme une rivière qu'ils ne devaient pas traverser, d'autres comme une porte qu'ils ne devaient pas franchir, certains comme une ligne invisible qu'ils savaient ne pas devoir dépasser. Comment savaient-ils? Personne ne leur avait dit, aucune voix ne les avait avertis, ils le savaient simplement, comme on sait qu'on ne doit pas sauter d'une falaise. Une connaissance instinctive, profonde, absolue. Et certains ont raconté qu'ils avaient vu au-delà de cette frontière, pas avec des mots, pas avec des images claires, mais avec une compréhension totale. Un patient a dit à Kübler-Ross « J'ai vu tout, tout ce qui était, tout ce qui est, tout ce qui sera. » Et c'était tellement simple, tellement évident. Je ne comprends pas pourquoi je ne le vois plus maintenant. Un autre a dit « Là-bas, il n'y a pas de temps. Tout existe en même temps. Mon passé, mon futur, toutes mes vies, tout était là. Et tout avait un sens. Toutes mes vies, un mot, un seul mot. Et soudain, tout se reliait. Ce que Kübler-Ross observait chez les mourants expliquait aussi les naissances. Les deux mystères n'en faisaient qu'un. Cet espace entre les mondes n'était pas seulement un lieu de transition après la mort. C'était aussi le lieu d'où nous venons, avant de naître. Les patients qui approchaient cette frontière parlaient de choix. Pas seulement le choix de revenir ou de rester, mais des choix plus profonds. Quelle vie vivre ensuite? Quelles leçons apprendre? Quelles personnes rencontrer? Quelles épreuves affronter? Un patient lui a raconté qu'on lui avait montré 2 portes. Derrière l'une, une vie facile, prospérité, santé, bonheur. Derrière l'autre, une vie difficile, pauvreté, maladie, lutte. Il a choisi la seconde, parce qu'il a compris que ce n'était pas dans la vie facile qu'il apprendrait. Quand il est revenu, il a guéri de sa maladie. Mais 3 ans plus tard, il a tout perdu. Son entreprise, sa maison, sa santé. Exactement comme il l'avait vu. Et il a dit à Kübler-Ross « Je l'ai choisi. Je le savais. Et maintenant je comprends pourquoi. » Ces récits troublaient profondément la communauté scientifique, parce qu'ils suggéraient quelque chose d'inacceptable, que la conscience existe indépendamment du cerveau, que nous choisissons nos vies avant de naître, que la mort n'est pas une fin, mais une transition, et que cet espace entre les mondes est plus réel que celui-ci. Kübler-Ross a été attaqué, ridiculisé. Ses collègues l'ont abandonné. Des institutions ont tenté de détruire sa réputation. Pourquoi? Parce que si elle avait raison, tout changeait. La médecine devait repenser la mort. La physique devait repenser la conscience. La religion devait repenser l'au-delà. Et nous devions repenser tout. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans cet espace? Est-ce un lieu physique? Une dimension de conscience? Un état quantique? Kübler-Ross ne prétendait pas avoir toutes les réponses, mais elle avait découvert quelque chose que personne ne pouvait nier. Après des décennies de recherche, des milliers de témoignages, Kübler-Ross est arrivé à une conclusion.
troublante, révolutionnaire et inévitable. La mort n'existe pas. Pas comme nous la comprenons, pas comme une fin, pas comme un néant. La mort, c'est une naissance. Nous mourrons dans un monde pour naître dans un autre. Nous quittons ce corps pour retrouver quelque chose de plus vaste. Et cet espace entre les mondes n'est pas un couloir vide. C'est un lieu d'apprentissage, de compréhension, de préparation. C'est là que nous revoyons notre vie, que nous comprenons nos choix, que nous mesurons notre croissance et que nous décidons ce qui vient ensuite. Mais pourquoi ne nous en souvenons-nous pas? Kübler-Ross a découvert quelque chose de fascinant. Certains patients, qui avaient vécu une expérience de mort imminente, ont commencé à se souvenir d'autres choses, d'autres vies, d'autres morts, d'autres passages dans cet espace, comme si l'expérience avait levé un voile, ouvert une porte, réveillé une mémoire plus ancienne. Elle en a conclu que l'oubli n'est pas total. Il est simplement verrouillé pour nous permettre de vivre cette vie pleinement, sans être écrasé par le poids des précédentes. Mais quand nous approchons cet espace, quand nous touchons cette frontière, quelque chose se déverrouille. Et nous nous souvenons. Pas tout, pas clairement, mais assez pour comprendre. Ce qui changeait le plus les gens, ce n'était pas d'avoir vu la lumière, ni d'avoir ressenti la paix. C'était d'avoir compris que rien n'est un hasard. Chaque rencontre a un sens, chaque épreuve, une raison, chaque moment, un enseignement. Et ce plan, nous l'avons choisi. Difficile à accepter, n'est-ce pas? L'idée que nous aurions choisi nos souffrances, nos pertes, nos traumatismes. Mais les patients de Kübler-Ross l'ont dit encore et encore. Là-bas, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et j'ai vu que c'était nécessaire, que c'était mon choix, et que tout, absolument tout, avait un sens. Kübler-Ross elle-même a vécu une expérience proche de la mort, à la fin de sa vie, après des années de maladie, d'attaques, de solitude. Et elle a dit quelque chose de bouleversant. J'ai vu pourquoi j'ai dû vivre tout cela. Les attaques, les critiques, l'isolement, ce n'était pas une punition. C'était ma dernière leçon. Et maintenant, je suis prête. Elle est morte peu après, en paix, sachant où elle allait, parce qu'elle y était déjà allée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pour nous, pour toi, pour cette vie que tu vis maintenant. Cela signifie que chaque moment compte, que chaque choix a un poids, que la mort n'est pas à craindre, parce que ce n'est pas une fin, c'est un retour, un réveil, un souvenir de qui tu es vraiment. Et peut-être, juste peut-être, ces moments de déjà-vu troublants, cette connexion instantanée avec un inconnu, cette peur inexplicable, ou ce talent que tu n'as jamais appris, sont des échos de cet espace entre les mondes, des fragments de mémoire, des indices laissés par ton âme, pour te rappeler que tu as déjà fait ce voyage, que tu le referas, et que chaque fois, tu choisis. L'espace entre les mondes existe. Kübler-Ross l'a prouvé autant qu'on peut prouver quelque chose, que la science refuse encore d'accepter. Mais un jour, peut-être que nous comprendrons que la conscience est plus vaste que le cerveau, que la vie est plus longue qu'une existence, et que la mort n'est qu'un pas vers ce qui vient ensuite. Kübler-Ross l'a dit une dernière fois avant de mourir. La mort n'existe pas. Il n'y a que la vie ici et la vie là-bas. Et entre les deux, un espace de transformation, un espace de compréhension, un espace où nous nous souvenons enfin de qui nous sommes. Et peut-être qu'elle avait raison.